Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 5 mai 2022 au lendemain de la réunion du FOMC qui était donc un point clé du calendrier économique de cette semaine avant le rapport sur l'emploi américain, rapport NFP, prévu pour demain, vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Alors concernant la Fed, donc comme attendu, la Réserve fédérale américaine a procédé à la première hausse de taux de 50 points de base en 22 ans, donc concrètement depuis 2000, et a annoncé le début du resserrement quantitatif. La réduction du bilan commencera en juin, donc ce n'est pas pour aujourd'hui, au rythme mensuel de 47,5 millions de dollars et augmentera à 95 milliards de dollars après 3 mois. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a expliqué lors de la conférence de presse que les intervenants, que les banquiers centraux américains n'envisagent pas la possibilité d'une hausse des taux de 50 points de base. Et c'était la crainte des investisseurs, mais que des hausses de 50 points de base seront débattues pour les 2 prochaines réunions. Donc cette hausse de 0,5% était d'ores et déjà pricée. Jérôme Powell écarte la possibilité d'une hausse de 75 points de base, et c'était la principale préoccupation des opérateurs. À noter également que la Fed estime que le taux de neutralité se situe entre 2,5% et 3%. Le FOMC n'hésitera pas à augmenter les taux au-delà de ce taux de neutralité si nécessaire. Donc ce qu'il faut retenir de cette fin de réunion de FOMC et de la conférence de presse, c'est que la Fed n'a pas voulu atteindre le degré d'agressivité que le marché attendait, que le marché anticipait. Donc concrètement, pour la première fois en plus de 6 mois, la Fed est quelque part dovish par rapport aux attentes du marché. Alors certes, les annonces sont au quiche sur le papier. Nous avons une hausse des taux d'intérêt de 0,5%. Nous avons une réduction du bilan qui est annoncée pour le 1er juin. Mais les marchés s'attendaient à plus. Les marchés anticipaient d'éventuelles hausses par la suite de 75 points de base, mais également donc une réduction du bilan immédiate. Donc si on se réfère aux sentiments, aux attentes du marché, on peut en conclure que indirectement, Jérôme Powell, la Réserve fédérale américaine, peut être considérée comme dovish pour la première fois en plus de 6 mois. L'autre événement de la séance d'hier, ça aura été donc cette annonce, cette officialisation de l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. Donc l'un des principaux événements de la séance d'hier, c'est bel et bien la 6e vague de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Il faut noter également que les membres de l'UE n'ont pas réussi à s'entendre sur la forme définitive des sanctions sur le pétrole. Plus de précisions devront être annoncées cette semaine ou la semaine prochaine. On notera également que cet embargo devrait être progressif et devrait donc s'étendre sur environ 6 mois. Certains pays en sont exemptés parce que certains pays sont plus dépendants du pétrole russe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet embargo ne visera pas que les importations de pétrole, il visera également les services fournis au secteur russe de la navigation pétrolière, comme par exemple la maintenance ou l'assurance. La Russie dépend énormément de sa flotte de tankers, de sa flotte de pétroliers pour expédier son pétrole à l'étranger. Et donc, ces mesures, ces nouvelles sanctions qui font partie donc, du 6e paquet pourraient avoir un impact négatif sur les exportations russes de pétrole au-delà des exportations destinées à l'Union européenne. Alors dans ce contexte-là, les 2 pétroles, le pétrole WT et le Brent, ont gagné plus de 5% hier. Donc voilà les principaux catalyseurs de la séance d'hier, une séance riche en annonces. Nous allons donc à présent nous focaliser sur le compartiment des indices boursiers. On va commencer par le DAX. Le DAX qui a profité donc de ces annonces plutôt dovish par rapport aux attentes avec un net rebond. Vous voyez en données journalières ici, nous sommes en train de tenter de casser la Kijun, en train de sortir du nuage journalier et donc un premier signal d'achat peut-être sur le DAX. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu de signal d'achat. Vous voyez, pour la première fois depuis le repli que l'on a connu en début d'année, on est en train de concrétiser une traversée du nuage Ishimoku en données journalières. Mais, parce qu'il y a un mais, vous voyez, la lagging span fait face à de nombreux obstacles, donc on est bien loin
à l'heure actuelle d'avoir une validation de ce signal d'achat. En cas de poursuite haussière et si la lagging span parvenait à intégrer ici ces différents obstacles, il faudra s'attaquer à la prolongation de cette oblique baissière. Cette oblique baissière qui correspond à la borne inférieure du biseau d'élargissement dans lequel évoluait le DAX lorsqu'il était sur des records. Donc il y a tout de même de nombreux obstacles à la hausse, mais la réunion du FOMC devrait être saluée par les investisseurs aujourd'hui. Qu'en est-il en données H4 ? La traversée du nuage a bel et bien eu lieu, on est en train de s'en éloigner et on est tout proche d'un signal validé. Donc on va ajouter le nuage Ishimoku en données journalières à ce graphique en données H4 pour constater ici effectivement cette sortie du nuage journalier. Donc vous voyez, hein, on sort du nuage H4, on sort également du nuage journalier, mais malheureusement, tout ce qu'il manque, ce sont des validations. On est tout proche d'une validation en données H4, ce qui pourrait permettre d'envisager une prolongation de ce rebond en direction de ce retracement de Fibonacci à 61,8%, qui représente donc le niveau des 14 410 points. Donc c'est la prochaine résistance à aller chercher. Cela viendrait de pair avec une validation du signal de court terme. On notera tout de même qu'à moyen terme, en journalier, on est bien loin d'avoir validation. Donc prudence tout de même, même si on devrait avoir une validation en cours de première partie de séance européenne. Le Nasdaq, lui, est bien loin de son nuage, mais il parvient tout de même à s'éloigner de ce seuil de bear market. On revient en territoire de correction ici, c'est assez intéressant. Donc la Réserve fédérale américaine arrive à soutenir les valeurs technologiques en étant au quiche, parce qu'effectivement on peut considérer qu'elle a été plus ou moins dovish. Alors à présent, la prochaine résistance se situe aux portes du seuil psychologique des 14 000 points pour le Nasdaq. Il y a donc tout de même une belle marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre est disponible également pour la lagging span. Ce sera à ce moment-là que la lagging span rencontrera le bas de nuage. Donc on peut s'attendre à une poursuite de la hausse, peut-être pour gagner plus de 3%, éventuellement aux alentours de 3,5%. Qu'en est-il en données H4? Donc vous voyez ici la résistance est clairement visible en données H4. Ce sont les 13 540 points, environ 13 550 points. C'est la SSB, une SSB en palier. Je vous rappelle que lorsque la SSB est en palier, c'est beaucoup plus difficile à franchir pour les cours. Et donc à l'heure actuelle, les cours du Nasdaq, des futurs Nasdaq en données H4 sont en train de se replier, de perdre un petit peu de terrain au contact de cette résistance. Une configuration similaire ici pour le S&P 500 avec une Kijun tout de même relativement plus proche, aux alentours des 4344 points. En données H4, vous voyez, on se replie avant même d'aller chercher la SSB, une SSB qui est à 4320 points. Pour espérer une poursuite du rebond, il faudrait des sorties de nuages en données H4, que ce soit pour le Nasdaq ou le S&P 500. Qu'en est-il du Dow Jones en données journalières? Bien entendu, la configuration est quasi similaire. Vous voyez, on allait tester le bas de nuage tout de même ici pour le Dow Jones. Et donc, on pourrait en sortir beaucoup plus facilement. On pourrait traverser le nuage beaucoup plus facilement que pour les valeurs technologiques et donc pour le Nasdaq et le S&P 500. En données H4, on se replie également ici avant même d'aller chercher la SSB. Une SSB qui est aux alentours des 34 220 points pour le Dow Jones. Et donc, une réunion du FOMC qui est largement saluée par les investisseurs. Et vous voyez ici un rebond assez conséquent qui a précédé les différentes déclarations de Jérôme Powell au cours de la conférence de presse. Et donc, le sentiment s'est également largement amélioré concernant les crypto-monnaies qui ont progressé dans le sillage des valeurs technologiques américaines avec un Bitcoin qui a gagné plus de 5%. Pour aller se rapprocher du seuil psychologique des 40 000 $. Malheureusement, ce n'est pas la seule résistance qui pourrait freiner l'éventuel rebond, le rebond en cours plutôt. Il y a également de nombreux éléments. Avant d'ajouter Ishimoku, nous allons constater ici, bien entendu, cette moyenne mobile à 50 périodes. Vous voyez, cette moyenne mobile a freiné
la hausse du 21 avril, elle est aux alentours des 42 000 dollars. Et après ça, il y aura donc la résistance la plus importante. C'est cette moyenne mobile à 200 périodes. Et c'est elle qui avait freiné la précédente reprise le 28 mars. Et sinon, il faudra bien entendu traverser le nuage Ishimoku en données journalières. Et on va le voir, c'est une grosse résistance à aller chercher. On a un palier de SSB ici, bien avant la moyenne mobile à 50 périodes. Donc ce n'est pas gagné pour les crypto-monnaies, ce n'est pas gagné pour les indices boursiers au vu des différentes résistances. En données H4, on sort timidement ici du nuage. La hausse est en train de s'estomper quelque peu au moment où la lagging span teste le bas de nuage Ishimoku en données H4 et donc seul un franchissement de ce nuage Ishimoku par la lagging span permettrait de valider le signal. On peut s'attendre à un repli. Le Bitcoin en données H4 pourrait aller chercher un support aux alentours des 39 000 dollars. Ça correspond très exactement à la SSB et peut-être qu'à partir du moment où le Bitcoin testera ce niveau, testera ce support, il y aura peut-être un peu plus de carburant pour les acheteurs pour aller s'attaquer au seuil psychologique des 40 000 dollars. Qu'en est-il de l'Ether? Ici, l'Ether en données journalières, vous voyez le rebond sur la borne inférieure du canal haussier. L'Ether s'attaque déjà à la résistance des 2920 dollars qui correspond à la SSB. Alors, à l'image du Bitcoin, on a cette moyenne mobile à 50 périodes qui se situe au-dessus du seuil psychologique des 3000 dollars à 3070 dollars avant la moyenne mobile à 200 périodes à 3440 dollars. Et c'est seule la cassure de cette moyenne mobile permettrait de vraiment confirmer la reprise pour du moyen terme. Donc, il y a énormément de chemin, il y a énormément d'obstacles en route. Et il faudra des catalyseurs haussiers, de sérieux catalyseurs haussiers pour envisager une telle traversée en direction de la moyenne mobile de 100. Et la cassure de la moyenne mobile de 100 ouvrirait la voie à des hausses plus conséquentes pour aller chercher éventuellement les 3700 dollars. Par la suite, cela permettrait de concrétiser la hausse et de mettre un terme au bear market sur les indices boursiers. Donc on en est loin, on envisage simplement cet éventuel scénario. Vous voyez ici, d'un point de vue du RSI, on s'attaque au seuil de neutralité des 50. Alors une cassure de ce niveau-là serait un très bon signal. Effectivement, cela pourrait rendre plus confiants les acheteurs, mais on garde en tête ces différentes résistances qu'il faudra franchir pour confirmer les perspectives haussières sur l'Ether et d'une manière générale sur les crypto-monnaies. Vous voyez ici en données H4, on sort également timidement du nuage Ishimoku, on se replie à l'heure actuelle. Alors le prochain support à aller chercher est un peu plus éloigné que pour le Bitcoin, parce qu'il faut savoir que l'Ether a gagné plus de terrain hier. L'Ether a gagné plus de 6%, le Bitcoin a, il me semble, gagné aux alentours des 5,3%. Donc le support est un peu plus éloigné à 2875 dollars, un support qui pourrait servir d'appui ici et qui permettrait à la lagging span d'aller chercher également un support au niveau de ces chandeliers japonais. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Avec un gold qui se ressaisit, un gold qui va tester le seuil psychologique des 1900 dollars l'once. C'est le dernier rempart avant un cluster de résistance ici qui est composé de la Kijun journalière et de la Senkou Span-B, la SSB, à 1923 dollars l'once. On notera que ce niveau correspond également au retracement de Fibonacci de 61,8%. Donc effectivement, c'est une très grosse résistance à aller chercher. Si la hausse se poursuit à ce niveau-là, je pense que le ratio risque-rendement favoriserait les vendeurs, étant donné qu'il faudrait également beaucoup de carburant pour réussir à casser ce niveau-là. Et donc, en cas de test, on peut s'attendre à un éventuel repli, à une fin du rebond du métal jaune. Donc, 1924 dollars l'once serait un bon point de vente, éventuellement, pour aller viser, pour aller chercher un retour vers les 1875 dollars l'once. Le pétrole WTI, donc a fortement progressé suite à l'annonce officielle de l'embargo de l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. On sort du nuage par le haut ici. On est allé chercher les 108 dollars le baril, dernier rempart avant les 111 dollars le baril. Alors pour le moment, je pense que pour que cette hausse se concrétise, pour que cette hausse s'étende
à d'autres niveaux de résistance, par exemple les 115 dollars le baril, il faudrait réussir à franchir les 111 dollars le baril. Cela permettrait à la Laginspan de se libérer et ce n'est qu'à ce moment-là donc qu'on aura une validation du signal d'achat. Qu'en est-il en données H4? Ici, nous avons superposé sur ce graphique en données H4, nous avons superposé le nuage journalier. Donc, vous voyez, on a réussi à rebondir sur le nuage H4. On s'est attaqué au nuage journalier. On a cassé l'oblique baissière qui relie les récents sommets. Donc ici, le sommet du 24 mars avec le sommet du 29 avril. Donc, plusieurs signaux d'achat à l'heure actuelle, mais le mieux sera d'attendre la validation journalière qui interviendra en cas de franchissement de la résistance à 111 dollars le baril. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un pétrole WTI qui va chercher les 115 dollars, voire les 118 dollars le baril. À noter tout de même qu'il reste ce facteur fondamental baissier, la pandémie en Chine. Et donc, éventuellement, si la pandémie venait à s'essouffler en Chine, si les confinements étaient levés, donc effectivement, ça donnerait davantage de carburant à la hausse de l'or noir et on pourrait envisager un pétrole WTI à 118 dollars le baril, donc au-dessus des 115 dollars le baril. Le gaz naturel marque une pause aujourd'hui. On franchit le retracement externe de Fibo à 127,2%, donc un rallye tout de même qui s'étend, peut-être une dernière chance pour prendre place à ce rallye haussier du gaz naturel avant le seuil psychologique des 9, voire 9,100, ce qui correspond au retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Je vous rappelle que c'est une résistance de taille. Et donc ici, ça pourrait être un point de prise de bénéfice pour le gaz naturel. Pour le moment, il y a des facteurs fondamentaux. Hormis la guerre en Ukraine, on doute sérieusement de la capacité des États-Unis à augmenter la production de gaz naturel. Il faut déjà réussir à répondre à la demande domestique et ensuite il faudra fournir l'Union européenne en GNL. Et donc ce sont ces facteurs fondamentaux, cette capacité de production des États-Unis qui vient, les doutes concernant la capacité de production des États-Unis viennent peser viennent propulser plutôt les cours du gaz naturel à la hausse. Donc on marque une pause pour le moment, on va peut-être prendre son souffle sur ce support, sur ce retracement externe de Fibonacci à 127,2% avant de repartir de plus belle en direction du prochain retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Alors un coup d'œil sur le blé. Alors le blé finalement qui nous a fait une fausse cassure baissière ici, hein, un blé qui réintègre en données H4 le nuage Ishimoku, donc statu quo concernant le blé, on va le laisser de côté, on va attendre que le marché nous dessine quelque chose, une éventuelle figure chartiste ou bien qu'il y ait un réel signal, hein. Pour le moment c'était un faux signal baissier et vous voyez ici en données journalières, on parvient tout de même à se hisser au-dessus du nuage avec une validation de signal, mais les données H4 ne sont pas très... ne permettent pas de valider ces perspectives haussières qui sont visibles en données journalières. Il faudra bien entendu que la lagging span parvienne à se dégager du nuage et dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un retour sur les récents sommets du 19 avril. Et si ce niveau venait à céder, hein, donc ces directions, ici, les sommets du 22 mars. Un rapide coup d'œil sur le marché des changes, avec un euro-dollar qui parvient à se ressaisir après que le billet vert se soit replié. Jérôme Powell beaucoup moins agressif qu'attendu, ce qui a pesé sur le billet vert. Le billet vert qui est tout de même allé chercher sa Tenkan et qui tente de rebondir à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'il y aura reprise haussière du billet vert? Il pourrait avoir plutôt une accélération baissière si la Tenkan venait à céder. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher la Kijun aux alentours des 100,800 pour l'indice du dollar américain. Vous voyez ici en données H4, on est dans le nuage Ishimoku. Est-ce qu'on va réussir à en sortir? Ici, les vendeurs pourraient reprendre le contrôle et donc renvoyer le billet vert sur la SSB visible en données H4. Et donc l'euro-dollar parvient à se ressaisir. L'euro-dollar qui, à l'image du billet vert, est allé chercher sa Tenkan. Il n'est pas parvenu à s'installer au-dessus des 1,06. On est en train de repasser en dessous. Et donc, si jamais le billet vert parvient à se ressaisir, effectivement, on peut envisager un retour aux alentours des 1,05. En revanche, si le billet vert accentue
son repli. L'euro-dollar pourrait éventuellement aller chercher les 1,07. C'est la résistance de taille à aller chercher pour la paire euro-dollar. Et voilà, sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Demain, ce sera une séance importante également, hein, car on prendra connaissance des chiffres sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Jérôme Powell a exprimé ses inquiétudes quant au marché de l'emploi. Donc, c'est un rapport NFP qui sera particulièrement attendu. Ce n'est pas le rendez-vous de la semaine. Le rendez-vous de la semaine, c'était hier, mais c'est un rendez-vous d'importance et cela pourrait cela pourrait impacter le sentiment général de marché, un sentiment de marché haussier, un optimisme d'ailleurs qui s'est étendu pendant la session asiatique et qui devrait se poursuivre pendant la session européenne. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.